Bienvenue Oriane au micro des adultes de demain. Merci, bonjour. Alors tu es la déléguée générale d'EdTech France, qui est l'association qui fédère les entreprises et les acteurs qui rendent la technologie et l'innovation utiles à l'éducation. Mhm. Tu as développé un intérêt important pour le numérique éducatif puisqu'avant EdTech France, si je ne me trompe pas, tu as travaillé pour Open Classrooms qu'on connaît bien, qui est le grand site français pour la formation en ligne. Mais tu es aussi passée par Bercy en tant que conseillère du ministre en charge des impacts sociaux, territoriaux et environnementaux du numérique. Et pour ma première question, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a tout de suite passionné autour du numérique et de l'éducation pour en faire ta carrière. C'est une bonne question. Je pense que ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que c'est une transformation que l'on vit dans nos quotidiens et dont on essaye de profiter, dont on essaye de limiter aussi les travers et qu'on essaye de comprendre en marchant. C'est quelque chose finalement de très dynamique et puis qui nous englobe, qui nous entoure. Donc je trouve que l'intérêt intellectuel est présent. Et puis c'est quelque chose, c'est une transformation, c'est une révolution. Certains diront même que ça va plus loin que la révolution, mais qui a une. Pour moi, c'est politique le numérique. Je pense qu'on se trompe en pensant que c'est qu'une révolution technique ou technologique, c'est que des nouvelles machines ou des nouvelles solutions. Je pense que c'est bien plus large que ça. Le numérique aujourd'hui, ça redéfinit notre façon d'échanger, de nous voir, de nous projeter dans l'espace, d'apprendre, etc. Et donc voilà, cet enjeu politique de définir un numérique que nous souhaitons, qui serait plus ouvert, qui serait plus accessible, qui serait plus inclusif. Moi, ça fait longtemps que je travaille dessus et je trouve ça passionnant. Et sur le numérique éducatif, je pense qu'on est vraiment au carrefour de cette dualité du numérique, à la fois poison ou en tout cas quelque chose qui accélère un certain nombre d'inégalités ou de difficultés. On l'a vu très bien, j'ai travaillé sur ces sujets à Bercy en matière de numérisation des démarches administratives et des services publics. On l'a pensé, l'État l'a pensé au moment où il l'a pensé il y a une dizaine d'années, de manière très descendante, en imaginant que parce que les démarches administratives allaient être en ligne et disponibles et que finalement à la fois la connexion et les ordinateurs se déployaient dans les foyers, tout le monde y accéderait. Or, c'est évidemment pas le cas et cet enjeu d'accompagner, de former, de rassurer les gens vis-à-vis de ces nouveaux outils et nouvelles façons de faire, c'est essentiel. Et puis, dans le numérique éducatif, et donc on a cette question dans le numérique éducatif aussi du risque des écrans pour les enfants, de l'impact cognitif du numérique sur nous, êtres humains. Et puis on a aussi ces formidables opportunités que portent notamment les EdTech. Vous le disiez tu le disais pardon sur Open Classrooms. C'est très vrai sur Open Classrooms parce que c'est un outil qui démocratise, qui rend accessible la formation en ligne sur des métiers pour lesquels on peut avoir des certificats, des diplômes, et quand bien même on peut par exemple être éloigné de centres de formation ou quand bien même on a des contraintes personnelles à gérer ou auxquelles il faut faire face, ou quand bien même on veut se reconvertir ou on n'a pas une carrière linéaire. C'est des opportunités, hein. Le numérique rend la formation professionnelle accessible. C'est pareil sur le numérique éducatif scolaire, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Énormément de solutions numériques qui sont déployées dans les écoles, hors des écoles, pour les enseignants, pour les élèves, pour toute cette communauté éducative. Les médiateurs aussi sociaux, etc., qui sont au contact des enfants. Elles sont utiles. Aujourd'hui, elles ont fait pour certaines leurs preuves, et je pense qu'elles répondent à un certain nombre de problèmes, de besoins identifiés au niveau de l'éducation nationale et qui sont des enjeux essentiels pour aujourd'hui et pour demain. La question de la lutte contre le décrochage scolaire, la question de la réussite éducative, de la consolidation des savoirs fondamentaux. On a des solutions EdTech, on a des solutions numériques qui apportent des solutions qui sont très efficaces et pour lesquelles qui sont uniques en fait. On n'a pas d'autres solutions. Donc voilà, c'est à la fois cette passion pour l'objet politique qu'est le numérique et puis
cette volonté aussi de travailler à limiter d'un côté ces impacts ou ces inégalités qu'ils provoquent, et d'un autre côté d'essayer d'accélérer, de développer, de massifier les opportunités qu'ils portent. Tu as parlé justement dans cette première réponse du risque dont on parle beaucoup par rapport au numérique et notamment l'usage des écrans. Moi, j'ai l'impression maintenant que pour le numérique, c'est un peu le seul sujet dont on parle beaucoup. C'est les dangers et les écrans et les enfants. Qu'est-ce que tu en penses et on en est où sur ce sujet aujourd'hui en France? Alors, je partage ton constat, je le déplore d'ailleurs. Je pense qu'on a très récemment basculé dans une vision finalement assez noire et conservatrice du numérique. Et en disant cela, je ne dis pas qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels il faut réfléchir, qu'il n'y a pas des travaux scientifiques sur lesquels il faut s'appuyer pour objectiver les impacts du numérique et des écrans, pour objectiver aussi la méthode par laquelle on est le mieux à même de profiter de ces solutions sans abrutir les enfants. Mais je pense que c'est un peu facile que de ne penser que autour de ces limites-là. Je pense que sur ces craintes ou ces dangers, on a un certain nombre d'études scientifiques qui ont été démontrées et qui montrent notamment que c'est pas idéal d'avoir... il faut plutôt éviter les écrans avant 3 ans, qu'ensuite il faut qu'on peut les rendre disponibles, accessibles, que comme tout outil un petit peu technique, il faut socialiser son usage, donc il faut apprendre à l'utiliser à bon escient. Alors c'est pas facile, hein, tout le monde n'a pas les clés ou les codes pour le faire correctement, et c'est là où je pense qu'il y a un vrai sujet qu'on sous-estime encore trop d'accompagnement à l'usage du numérique. Je pense qu'il faut toujours faire le pari de l'intelligence des gens, des parents, des enfants, voilà, mais encore faut-il donner les clés. Donc moi je milite pour que ces enjeux d'éducation au numérique, d'accompagnement au numérique soient bien plus soutenus, visibles, déployés que c'est le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui on est encore, je pense, assez hypocrite en la matière. On a tendance à responsabiliser et à jeter la responsabilité sur des parents ou sur des enseignants ou sur des solutions qui se déploient. Mais voilà, encore une fois, je pense que l'intelligence, on doit faire ce pari de l'intelligence. Hein. C'est aussi les démocraties, elles s'appuient sur le pari de l'intelligence collective, et individuelle et collective, parce que sinon on ne donnerait pas le droit de vote aux gens. Donc voilà, je pense qu'il faut réinjecter à la fois de la connaissance scientifique et de l'utilisation de cette connaissance scientifique pour décrypter les façons par lesquelles, et c'est possible et ça existe et c'est souhaitable, on peut utiliser le numérique à des fins notamment éducatives. Et je pense qu'au-delà de ce biais un petit peu conservateur ou un petit peu réactionnaire vis-à-vis du numérique, aujourd'hui on a énormément alors on a énormément de solutions, on a énormément d'entrepreneurs qui s'engagent sur ces sujets de la puissance du numérique au service de l'apprentissage. Et on a de plus en plus de produits, d'idées, de solutions qui existent et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent parce qu'elles font en fait le pari de l'apprentissage plus actif d'un enfant dans une salle de classe, ou plus collaboratif, ou plus personnalisé. Moi, je pense que aujourd'hui, la réussite de la rénovation de l'éducation nationale et du scolaire, ça va passer par cette personnalisation de l'enseignement. Et en fait, aujourd'hui, la personnalisation de l'enseignement, si on l'imagine, un enseignant avec une classe de 30 élèves, elle est impossible. En revanche, si on l'imagine, un enseignant outillé avec des solutions dont il a testé l'usage et dont il reconnaît l'utilité, avec 30 enfants, pareil, outillés par des solutions dont l'enseignant
un peu socialisé son usage et a défini l'usage dans son parcours, dans cette méthode pédagogique, et bien là, la personnalisation, elle est possible. Ouais. Tu aurais des exemples justement de solutions qui s'apprêtent bien à ce système de personnalisation à l'école? Oui, bien sûr. Il y a une solution aujourd'hui qui, pour moi, est une des meilleures sur le marché français, et elle s'appelle Plume. C'est un assistant d'apprentissage de l'écriture en langue française. C'est une start-up qui est portée par Aude Guénaud, qui était professeur de lettres classiques. C'est une solution, donc c'est une plateforme d'apprentissage de l'écriture qui va pouvoir détecter les fragilités des enfants quand ils apprennent à écrire, donc dans les classes de primaire, et va pouvoir finalement, en identifiant, en ciblant ces fragilités-là, pouvoir proposer à l'enseignant ce qu'on appelle de la remédiation adaptée, c'est-à-dire l'apport de l'enseignant dans ce qu'il connaît et maîtrise de comment on peut apprendre à écrire, pour justement combler les lacunes de l'enfant. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'apprend pas tous à écrire avec la même rapidité, on n'a pas tous la même compréhension de l'écriture et la même capacité à écrire. On n'a pas tous des familles dans lesquelles on nous fait écrire le week-end ou le soir, ou on nous fait dessiner, etc. Et donc c'est vraiment aujourd'hui c'est une solution Plume qui est développée, enfin qui est à la disposition de 20 000 enseignants en France. Donc c'est pour ça que je disais c'est des solutions qui ont fait leur preuve ou qui font leur preuve aujourd'hui, parce que 20 000 enseignants c'est quand même pas rien. Ouais. Et c'est en plus une solution qui aujourd'hui réfléchit à apporter sa pierre à l'édifice de l'architecture en fait des évaluations qui existent à l'école. Quand on est enfant, et d'ailleurs jusqu'aux études supérieures, on a des évaluations. Hein. Quand on est au primaire, on a des évaluations notamment sur les savoirs fondamentaux. Aujourd'hui, il n'existe pas, dans l'éducation nationale, il n'existe pas d'évaluation de la capacité de ce qu'on appelle de scripteur, donc d'écrire la langue française. Et bien aujourd'hui, Plume, au-delà de ces tests cet apprentissage personnalisé, est en train de construire un test de positionnement qui va permettre d'identifier en fait des profils de scripteurs dans les élèves, et donc de personnaliser l'accompagnement de l'écriture. Aujourd'hui, c'est unique, et c'est unique dans le monde. Cette solution, elle est travaillée en lien avec des laboratoires de recherche en intelligence artificielle qui sont des laboratoires d'excellence, comme on a en France, CNRS, INRIA, etc. Avec des figures mondiales d'ailleurs de l'intelligence artificielle qui s'engagent. Hein. Luc Julia, qui est Monsieur Siri, qu'on connaît tous, et bien, il accompagne le déploiement de cette innovation chez Plume. Voilà. Typiquement, c'est soutenu aussi par des académies, hein, c'est important de le dire. Typiquement, Plume, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Il y a la Lilo sur l'apprentissage de la lecture, assez complémentaire d'ailleurs de l'écriture. On en a d'autres qui sont un peu moins sur l'intelligence artificielle et qui vont être plus sur l'apprentissage dans des mondes plus immersifs, etc., qui fonctionnent et qui montrent que le numérique, c'est vraiment un outil essentiel, important. Ce ne sera pas un substitut aux enseignants, évidemment. Ça n'a jamais été conçu comme tel, et ce n'est pas porté comme tel par les EdTech, et ce n'est pas porté comme tel par les entrepreneurs. Mais c'est vraiment un outil essentiel dans la personnalisation de l'apprentissage. Et d'ailleurs, on entend souvent dire que le numérique est un gadget méprisé par les enseignants. Évidemment, je mets beaucoup de guillemets. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est encore le cas. Et je ne jette pas la pierre aux enseignants. Je pense que ces réactions déjà disent d'autres choses que... ce ne sont pas que des réactions qui sont tournées contre le numérique. Il y a d'abord, je pense, un sujet en France très global de la place de l'enseignant et de son statut et de sa reconnaissance, de sa valorisation. Je pense que
on pourrait mieux faire collectivement pour soutenir des enseignants qui vont porter des projets, innover. Et d'ailleurs, quand je dis innover, ça ne veut pas dire que innover en utilisant des solutions numériques, mais essayer d'apporter à les élèves parce qu'ils comprennent que les solutions qui existaient auparavant ne fonctionnent plus, d'autres façons de faire, d'autres façons d'apprendre, d'autres façons de transmettre. Donc, je pense qu'il y a ce statut de l'enseignant, voilà, et que le numérique, finalement, vient là comme une contrainte et comme ou à minima quelque chose qu'on rajoute à la responsabilité d'un enseignant et qui en a déjà beaucoup à faire. Après, je pense qu'il y a une des difficultés du numérique, j'en parlais récemment à l'événement Ludovia, qui est l'événement de rentrée de la communauté éducative, numérique éducative en Ariège. La difficulté avec le numérique pour les enseignants, c'est à la fois c'est un outil, et c'est conçu comme tel quand on parle des tech, comme un manuel scolaire, c'est conçu comme un outil au service de leur pratique pédagogique. Mais pour autant, ils ont très bien compris et que c'est aussi cette révolution qui nous dépasse et qui fait que, en fait, aujourd'hui, un enfant ou un adolescent, un élève va avoir accès et va pouvoir critiquer ou un peu challenger ce que l'enseignant ou le professeur va dire en temps réel parce qu'il va pouvoir confronter, rechercher, etc. C'est aussi un outil c'est un nouveau monde dans lequel on a accès à de l'information en continu qui n'est pas forcément vérifiée, dont on doit apprendre à comprendre les sources et à vérifier. Donc, en fait, il comprend que c'est quelque chose de bien plus large et que c'est une révolution bien plus compliquée qui questionne même le métier d'enseignant au sens où c'est un métier de savoir acquis, donc finalement un peu de stock acquis de savoir à transmettre, alors qu'on vit de plus en plus dans un monde de flux, de temps réel, d'informations, etc. Et avec comment dire, un mélange un peu flou de qu'est-ce qui est du savoir, qu'est-ce qui est de l'information et qu'est-ce qui est de la donnée. On a tendance un peu à confondre tout cela, alors que lui, il est historiquement propriétaire d'un savoir qu'il va transmettre. Et donc voilà, je pense que la réaction parfois un peu viscérale ou compliquée des enseignants, elle est due à la fois à la question de leur statut, et ça nous dépasse, c'est pas nous, EdTech, qui allons régler ce problème-là. À cette dichotomie du numérique-outil à leur service, mais aussi révolution, qui les questionne dans leur positionnement, dans leur pratique pédagogique, etc. Et puis après, je pense que dernier point, je pense qu'il y a un enjeu majeur de la formation des enseignants. Il y a beaucoup de choses qui sont portées par le réseau Canopé à ce sujet. Nous, on est très en soutien et très en lien avec le réseau Canopé. On pense que c'est la mission de cet établissement public, elle est centrale. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire en la matière. Souvent, la réaction d'opposition, c'est une réaction d'opposition qui se nourrit en partie du fait qu'on n'est pas rassuré vis-à-vis de notre capacité à s'en servir et à s'en servir bien, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ces trois... Et puis après, il y a des oppositions de principe, mais ça, à la limite, c'est comme ça. Moi, je l'ai vu sur les... Il y a des sondages en France, il y a des données en France qui montrent qu'il y a des Français, des personnes souhaitent être déconnectés, mais ce sont des choix politiques citoyens. Et donc, il y a sans doute des enseignants qui font ce choix-là ou qui s'opposent au-delà de ces trois, au-delà de la formation, au-delà de leur statut et au-delà de cette difficulté de positionnement qu'ils peuvent avoir dans la révolution numérique, qui vont s'opposer de fait parce qu'ils sont contre le numérique. Et alors, à la limite, moi, ça me dépasse et c'est à respecter, en fait. Bien sûr. Alors là, on a beaucoup parlé du milieu scolaire. Qu'en est-il des parents ? Parce qu'on l'a mentionné au début, c'est vrai que sur le sujet des parents, moi j'ai l'impression que la principale inquiétude et le principal enjeu sur le numérique, c'est le temps d'écran des enfants. Qu'est-ce que les parents peuvent retirer du numérique dans ce qu'est l'éducation à la maison ? Et est-ce qu'il y a
des moyens pour rester à jour sur les bonnes techniques à utiliser, le bon numérique à utiliser à la maison avec ses enfants? Oui, alors c'est marrant parce qu'il y avait un article dans Le Monde cet été qui disait, tous ces parents qui critiquent leurs enfants, sur les écrans, alors qu'eux-mêmes, Ouais, ont, des pratiques, très, enfin, très très importantes du numérique et d'ailleurs montrent l'exemple finalement à leur enfant. Il y a beaucoup de psychologues qui ont travaillé sur le fait que les enfants et notamment les petits, s'ils étaient attirés par les écrans, c'est parce qu'en fait, ils reproduisaient les gestes mmh, de leurs parents qui étaient connectés de manière fréquente, régulière, voire excessive. Il y a des solutions qui existent, notamment de EdTech, qui existent pour mieux connecter les, euh, les parents aux enseignants et à l'activité éducative de leurs enfants. Il y a des solutions, des plateformes. Je pense par exemple à Classly qui est porté par Classrooms, qui est aujourd'hui un des leaders français justement de la simplification du lien entre enseignants et parents d'élèves. C'est central quand on sait que l'implication des parents est un des facteurs majeurs de réussite bien sûr. éducative. Mmh. Euh, il y a aussi des solutions qui sont à disposition des parents, donc en fait hors du cadre de l'éducation nationale, pour permettre à ces parents de choisir les solutions numériques qu'ils vont mettre à disposition de leurs enfants. Mmh. Alors soit pour compléter l'apprentissage ces enfants vont avoir à l'école, et souvent quand on complète, c'est souvent par des mécanismes qui sont très intéressants de ludification, donc d'apprentissage par le jeu. Je pense par exemple à une solution qui s'appelle PowerZ, qui est pour moi une des meilleures solutions aussi, qui existe dans la ludification des savoirs, alors souvent qui s'adresse surtout aux enfants assez jeunes. On a d'autres solutions, par exemple les solutions de Nomade Éducation, qui sont des plateformes mobiles qui permettent de réviser les cours Mmh. et de préparer la rentrée, et qui en plus s'adressent à des enfants du CP jusqu'à l'enseignement supérieur, donc les bac plus 2, les BTS, etc., et qui proposent aussi des contenus pour les lycées professionnels, souvent le parent pauvre Mmh. des moyens qui sont consacrés à l'apprentissage, etc. Et donc ça existe. Donc les parents sont aussi euh, euh, en capacité de choisir des solutions EdTech. Alors elles sont parfois gratuites, elles sont parfois payantes. Quand elles sont gratuites, c'est qu'elles sont financées par ailleurs autrement. Elles sont parfois payantes, ce qui crée un sujet d'égalité d'accès à ce type de solution qui fonctionne. Nomade Éducation, c'est plus d'1 million d'enfants en France aujourd'hui qui l'utilisent. Des retours très positifs de ces enfants-là. Et quand on voit aujourd'hui qu'un des sujets, c'est par exemple la question du retour anticipé à l'école pour ceux qui sont un peu plus en fragilité afin de préparer la rentrée, etc., on se dit que ce serait dommage de ne pas s'appuyer sur des solutions qui existent et qui font Bien sûr. déjà ce travail. Mmh. Voilà, donc sur les parents, moi j'ai tendance à dire il y a pas mal d'opportunités Mmh. qui sont choisies par les collectivités qui sont en fait les acheteurs de solutions EdTech pour faire le lien entre les enseignants et les parents. Et vraiment, je pense que ça simplifie quand même beaucoup Ouais. cette implication du parent dans la réussite éducative et dans le suivi scolaire. Et puis celles qui sont à disposition des parents, pardon, dans leur volonté de rendre accessibles des solutions en fonction des besoins des enfants. On sait qu'en fait, il y a des enfants qui vont demander à leurs parents de travailler ou de consolider un peu des savoirs. Alors souvent, c'est sous l'angle de la curiosité de l'enfant, pas du bachotage comme on peut l'imaginer quand on est adulte. Mais c'est vrai qu'il y a plein de solutions qui existent, qui sont autour du jeu, qui sont très bien faites. Et ça, c'est très intéressant pour les parents. Bien sûr. Tu as touché du doigt le sujet des inégalités numériques. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le sujet où on en est en France et comment est-ce que
l'État avance sur le fait de limiter ces inégalités, puisque c'est vrai que le numérique a été beaucoup mis en lumière pendant ces périodes du Covid et du confinement, et surtout à quel point il existait des inégalités fortes sur le numérique, alors même qu'on parle d'enfants et qu'on pourrait penser que tous les enfants ont la même accessibilité lorsque l'on parle des écrans, puisque c'est quand même ceux qui sont parmi les plus à l'aise avec le numérique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce sujet? Alors, il y a déjà différents types d'inégalités. Il y a une inégalité d'accès à des équipements numériques. Aujourd'hui, on l'a vu, on avait tendance à le sous-estimer, mais on l'a vu très franchement avec le Covid. Évidemment, tout le monde, tous les foyers n'ont pas un équipement numérique par personne dans le foyer. Beaucoup de familles ont un ordinateur pour toute la famille et des smartphones, quand c'est possible, évidemment. Donc, il y a aussi un sujet d'équipement disponible. Un smartphone, c'est pas un ordinateur. On ne fait pas tout à fait la même chose et on n'a d'ailleurs pas les mêmes gestes et les mêmes réactions intellectuelles face à ces gestes. Donc ces inégalités, elles sont encore fortes. On sait qu'il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui dans le secteur éducatif qui décident d'investir pour acheter des tablettes, des ordinateurs à leurs écoliers. C'est bien, c'est utile. C'est utile évidemment si ça s'accompagne à la fois de solutions numériques et d'accompagnement à l'usage des professeurs, des enseignants comme des élèves. Historiquement, il y a des grands plans qui n'ont absolument pas marché d'équipement et qui ont financé des tablettes qui sont restées dans les placards. Donc, clairement, c'est souvent une bonne façon de faire rentrer intelligemment le numérique et de lutter contre des inégalités d'accès à l'équipement. Mais il faut toujours penser ces tablettes avec la formation et avec les solutions numériques qui sont adaptées au niveau scolaire auquel ces tablettes s'adressent et aux souhaits des enseignants. Et ensuite, il y a des inégalités d'usage ou de compétences. Au niveau national, aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique. Et dans ces 13 millions de Français, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais il ne faut pas penser que ce sont que des seniors. On a aussi de nombreuses études et de nombreuses données qui démontrent que les jeunes, donc ceux qui sont nés avec le numérique et dont on pensait, à qui on attribuait le terme de digital native de manière erronée ou moins fallacieuse, on a beaucoup de jeunes qui ont une forme d'usage numérique, souvent récréatif, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'utiliser Snapchat et TikTok et voire même d'en tirer profit, de créer des contenus créatifs, d'exister, de partager avec des amis, etc. Mais qui vont être en difficulté quand on va leur demander des usages plus classiques, bureautiques, en fait, informatiques. Par exemple, faire un CV en ligne, par exemple, avoir un mail et écrire un mail, de faire du traitement de texte, etc. Donc on a encore des vraies inégalités d'usage, de compétences. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, il y a un vrai sujet de monter en compétences à la fois sur des compétences dites de base, donc informatiques, et puis je pense qu'on est à peu près tous concernés de monter en compétences sur la compréhension de l'éducation au numérique et l'éducation aux médias, l'éducation à la compréhension de ce que c'est qu'un algorithme, de pourquoi quand moi je tape sur mon moteur de recherche le même mot que toi, en fait les réponses qui vont monter chez moi sont pas les mêmes que chez toi, parce qu'en fait il y a une absorption de la donnée, une utilisation de cette donnée pour proposer des contenus qui sont en adéquation avec mes précédentes recherches, d'être capable de savoir d'où vient l'information et comment décrypter si elle est valable ou pas, etc. Et ça, en fait, je pense que c'est... alors, j'ai été en responsabilité au niveau du
de l'État. Je ne le suis plus, donc je ne parlerai pas pour lui. Je pense que c'est pas pris à la hauteur des enjeux. Je pense que c'est un enjeu majeur, en fait, pour lequel il n'y a ni un début ni une fin. C'est un enjeu majeur. En fait, c'est comme quand on a créé des routes et des voitures, qu'on a dit aux gens, en fait, à partir du moment où vous avez le permis de conduire, vous pouvez rouler sur ce permis de conduire, ça donne confiance aux autres utilisateurs pour utiliser collectivement une route, une autoroute. En fait, on a créé les moniteurs d'auto-école. Et moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin des moniteurs d'auto-école de cette société numérique. Bien sûr. On en a. J'avais travaillé pour ça, dans le cadre du plan de relance. L'État a déployé 4000 conseillers numériques. Il en existe par ailleurs qui étaient déjà en place. Mais en fait, on ne va pas assez loin. On ne va pas assez loin pour les former, ces conseillers numériques ou ces moniteurs de la société numérique. Et on ne va pas assez loin pour faire en sorte que tous ceux qui ont besoin ou qui souhaitent, parce qu'encore une fois, ça peut être un souhait, la compréhension de l'algorithmie, ce n'est pas un besoin en tant que tel très identifié, mais c'est un vrai sujet citoyen, de citoyenneté et de société, y est accès. Oui, bien sûr. On va bientôt devoir se quitter. J'aimerais quand même que tu nous parles d'EdTech France. Quelle en est sa mission et quels sont les gros chantiers pour vous pour la rentrée? Oui, alors EdTech France, c'est une association de filières classique, comme il en existe sur beaucoup de secteurs professionnels. Donc moi, ça regroupe 460 entreprises EdTech françaises qui déploient des solutions, donc en fait, qui vont utiliser la puissance du numérique pour améliorer l'éducation à l'école, donc dans le scolaire, dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans les grandes écoles, les universités, etc. Et dans la formation professionnelle tout au long de la vie. On a parlé d'Open Classrooms notamment. Et donc moi, mon rôle et le rôle d'EdTech France, il est double. C'est de représenter les intérêts de la filière. Ce sont des entreprises dont les solutions sont très en adhérence, on l'a vu notamment sur les questions d'éducation nationale, avec les politiques publiques. Et donc, c'est normal, c'est habituel et c'est important que j'ai des contacts, nous ayons des contacts réguliers avec les ministères qui sont en charge de déployer des politiques publiques, les financer, soutenir aussi des écosystèmes qui produisent des solutions comme le nôtre. Et puis j'ai un rôle qui est plus orienté vers la filière en tant que telle, les entreprises en tant que telles. C'est une filière, donc on l'a dit, qui a très fortement grossi pendant le Covid et après le Covid, puisqu'il y a eu à la fois une compréhension et une situation un peu subie de toute façon, il faut faire par le numérique, qui a aujourd'hui des solutions qui ont fait leurs preuves, qui a une forme de maturité, mais comme beaucoup d'autres secteurs de la tech, qui a subi aussi une certaine forme de ralentissement dans les investissements, etc. Et donc qui a besoin de consolidation. Et donc moi, je travaille aussi à outiller en facilitant par exemple la présence des EdTech à des événements nationaux ou internationaux dans lesquels elles peuvent vendre leurs solutions ou promouvoir leurs activités, de mettre en connexion avec des partenaires institutionnels qui peuvent les soutenir, de mettre en connexion les EdTech entre elles pour qu'elles puissent monter peut-être des solutions un peu plus d'envergure en travaillant en consortium. Voilà, donc je travaille à faire en sorte que cette filière, qui joue un rôle central d'ailleurs sur le défi des compétences, de la compétitivité du pays et de la souveraineté numérique, soit la plus mature, la plus solide et la plus entendue possible. Génial. Et c'est top et bravo pour tout ce travail. On mettra les liens en description du podcast pour tous ceux qui souhaitent avoir les actualités d'EdTech France. Je suppose que vous avez un site internet pour retrouver Absolument. toutes les solutions que vous soutenez. Merci beaucoup Oriane et à très bientôt.